Ce n'est pas un Sérieux? effort pour raconter l'histoire, c'est un effort sérieux pour monétiser la misère. L'avocate d'Alec Murdoch, pas fan de la narration dans l'émission d'actualité basée sur l'affaire. Cela place le Low Country de Caroline du Sud sur la carte. Je jette un œil à la série, aux affirmations qu'elle avance, aux critiques qu'elle reçoit et à ce que l'avocate de Murdoch en dit. Bienvenue dans Crime Fix, je suis Angenette Lévy. Vous savez, la frontière entre la vérité et le divertissement peut devenir floue lorsque des conteurs prennent une histoire tirée des gros titres et en font une série télévisée. Voici ce que l'on reproche à Murdoch, Un décès dans la famille, une série diffusée sur Hulu. Un des avocats d'Alec Murdoch, Dick Arpitlian, estime que la série a pris des libertés avec l'histoire des Murdoch. Il va bientôt me rejoindre pour discuter de ce qu'il pense de la série et de ce qu'elle a mal interprété. Selon lui, Alec Murdoch est un voleur et un menteur avoué. Nous avons largement couvert ses crimes financiers ici sur Law and Crime. Mais à ce jour, Murdoch affirme qu'il n'a pas tué sa femme Maggie ni son fils Paul. Il a témoigné de cela pendant son procès, que j'ai couvert. Gavil de Gavel, début 2023. Voici un retour sur certains des témoignages d'Alec Murdoch à la barre. Le 7 juin 2021. Avez-vous pris cette arme ou une arme similaire et tiré sur votre fils Paul dans la poitrine, dans la salle d'alimentation de votre propriété près de Moselle? Ruth? Non, je ne l'ai pas fait. Monsieur Meurtre. Avez-vous pris cette arme ou une arme similaire et explosé la cervelle de votre fils le 7 juin ou à n'importe quelle date ou à n'importe quel moment? Non, je ne l'ai pas fait. Monsieur Meurtre. Avez-vous pris un 300 blackout comme celui-ci et tiré sur la jambe, le torse ou toute autre partie du corps de votre femme Maggie? Non, je ne l'ai pas fait. Avez-vous tiré avec un 300 blackout dans la tête de Maggie, causant sa mort? Monsieur Goodnight, je n'ai jamais tiré sur ma femme ni sur mon fils, à aucun moment. Lorsque vous êtes retourné à Moselle le matin du 8 juin, savez-vous si vous avez pris une douche là-bas ou si vous avez pris une douche à Almeida ou si vous avez pris une douche tout court? Non, je sais qu'on a pris une douche à Moselle. Je n'ai pas pris de douche avant de quitter Almeida. On s'est simplement levé et on est allé à Moselle, la mère et le père de Maggie. Ils étaient là. Eh bien, ils arrivaient. J'ai dû leur dire de venir pour les voir. Nous nous sommes levés, je veux dire, nous sommes partis d'Almeida et nous sommes partis et nous sommes allés à Moselle. Et est-ce que tu te souviens même que Slade est venu et a fouillé la maison pour trouver quelque chose le 8? Je le savais, enfin je savais qu'il le faisait, oui. Je savais qu'il le faisait. Je ne me souviens pas. Je n'étais pas dans cette salle d'armes. Je verrai toutes ces vidéos, mais je savais que le South Carolina Law Enforcement Division viendrait. Je veux dire, nous avons mis la maison à leur disposition pour qu'ils puissent entrer là-bas. Donc, je veux dire, je ne peux pas vous donner de détails, mais oui, je m'en souviens. À un moment donné, avez-vous simplement dit au South Carolina Law Enforcement Division qu'ils avaient carte blanche pour fouiller partout, à tout moment? J'ai dit au South Carolina Law Enforcement Division qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, quand ils voulaient. Tout ce qui me concerne, ma propriété, mes voitures. Même sans posséder les voitures, c'était mon cabinet qui les détenait. Je m'assurais que les personnes concernées aient tout ce qu'elles voulaient. Elles étaient les bienvenues pour... Murdoch a appelé le 911 le 7 juin 2021 pour signaler qu'il avait trouvé Maggie et Paul tués par balle. Le procureur général adjoint Creighton Waters a soumis Murdoch à un contre-interrogatoire intense. Vous avez déclaré, comme d'autres, avoir pu continuer à exercer comme avocat au fil des ans malgré la prise de pilules. Est-ce exact? Oui, monsieur. Et
Vous avez pu, bien sûr, pendant cette période, vous livrer à ces vols relativement compliqués qui ont augmenté au fil des années, dont nous venons de parler, malgré l'usage de pilules, c'est bien ça? Oui, je l'étais. Très bien. Et vous avez également réussi, pendant cette période, à convaincre votre personnel que tout allait bien avec toutes ces preuves, malgré votre consommation de pilules. La plupart d'entre elles n'étaient pas nécessaires. De convaincre mon équipe, mais juste pour que nous soyons de nouveau sur la même longueur d'onde. Je reconnais que je les ai certainement laissés être induits en erreur, je les ai certainement laissés faire des choses que je n'aurais pas dû faire en mon nom, sachant qu'ils me faisaient confiance. Et tu te souviens de cette vidéo d'Alec Murdoch au chenil, juste avant que Paul et Maggie ne soient tués? Donne-le, rends-le. Vite, Cash, arrête. D'accord. Hé, il a un oiseau dans la bouche, Barbara. C'est une pintade. C'est un poulet. Quittez. Maintenant, Alec Murdoch était audible sur cette vidéo, retrouvée des mois après les meurtres sur le téléphone de Paul Murdoch. Et Alec a dit qu'il n'était pas au chenil cette nuit-là. Donc, vous êtes en train de me dire que je n'ai jamais répondu à Jim Griffin. C'est bien ce que vous dites ici? Aujourd'hui, je vous le dis, Vous dites l'avoir déjà fait? Hier, avez-vous contacté quelqu'un vous-même ou via vos avocats? Avez-vous contacté les forces de l'ordre ou le parquet pour leur parler des chenils? Est-ce ce que vous me dites? cela, ce que je vous dis, répondez. Répondez d'abord à ma question, s'il vous plaît, monsieur. Répondez d'abord à ma question. Avez-vous déjà contacté les forces de l'ordre ou l'accusation pour raconter au jury l'histoire des chenils que vous avez partagée hier? Avant hier? Ai-je déjà contacté les forces de l'ordre pour parler des chenils? Non, je ne l'ai pas fait. Quoi d'autre? C'est la limite du 5e amendement. Pardon. Cet interrogatoire, où il a donné spontanément des informations sur ces accusations, viole ses droits du 5e amendement. Nous nous y opposons fortement. Si cela continue, nous devrons agir. C'est vous qui en avez parlé. L'objection est rejetée. Alec Murdoch a été reconnu coupable après 3 heures de délibération du jury. L'État contre Richard Alexandre Murdoch. Acte d'accusation pour meurtre. Code 1630-1630-010. Code Commission de discipline et de règlement 0116. D'accord, verdict de culpabilité. Il fait appel, affirmant que la greffière Becky Hill a influencé le jury lors de sa condamnation pour les meurtres de Paul et Maggie. Elle fait maintenant face à des accusations de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques, de parjure et d'entrave à la justice, mais pas d'accusation de manipulation du jury. Cette nouvelle série de 8 épisodes, diffusée sur Hulu, prend certaines libertés créatives dans la représentation de l'affaire réelle d'Alec Murdoch et des événements impliquant sa famille. C'est une dramatisation captivante, c'est une série télévisée et elle possède une distribution prestigieuse, incluant l'actrice oscarisée Patricia Arquette qui incarne Maggie Murdoch, l'acteur Jason Clarke joue Alec Murdoch et Gerald McRaney interprète le père d'Alec, Randolph. Ce sont d'excellents acteurs. Les créateurs admettent avoir modifié le récit pour mieux capter la vérité émotionnelle de l'histoire. Même de petits écarts chronologiques ou des éléments romancés peuvent induire en erreur. Ne vous méprenez pas, la série a bien compris les grandes lignes de l'affaire. Les meurtres de 2021 sur la propriété familiale, l'accident de bateau de 2019 impliquant Paul et les anciens soucis financiers d'Alex. La scène d'ouverture commence au moment où Alec passe ce fameux appel au 911, mais après cette scène, la chronologie nous ramène à février 2019 et à l'horrible accident de bateau qui a coûté la vie à Mallory Beach.
Je voudrais donc faire intervenir quelqu'un qui a été intimement impliqué dans l'affaire Murdoch depuis le tout début et qui l'est toujours. Il s'agit de Dick Harputlian, l'un des avocats d'Alec Murdoch, et il est toujours son avocat, travaillant sur son appel pour un nouveau procès dans l'affaire de meurtre. Alors Dick, tu as regardé la nouvelle émission sur Hulu? Eh bien, un peu, je dois te dire que c'est difficile à supporter. Ce n'est pas très bon, et c'est de la fantaisie, c'est un soap-opéra fictif. Les faits, ou du moins les allégations factuelles qu'ils avancent, ou les faits sur lesquels ils s'appuient pour cette affaire, ne sont tout simplement pas vrais. Alors, quels sont certains des éléments qui ne sont pas vrais, comme des exemples précis? Parce que nous savons que dans la vraie vie, tu sais, la vraie vie donne les meilleurs drames, les tragédies font les meilleurs drames. Et nous avions parlé, tu sais, plutôt de la façon dont tu voyais ça, presque comme une version feuilletonesque de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vois dans cette série qui ne te semble pas authentique? Eh bien, je veux dire, ça ne compte peut-être pour personne d'autre, mais après l'affaire du bateau, il y a un voyage que toute la famille dans ce film fait aux Bahamas. Ça n'est jamais arrivé. Et pendant qu'ils sont aux Bahamas, il y a tout ça, fantasme d'infidélité ou de tentative d'infidélité de la part de Maggie et Alec. Ça n'est jamais arrivé. Le voyage n'a jamais eu lieu. Donc évidemment, ça ne s'est pas produit. Il y a Maggie qui parle à quelqu'un racontant comment elle a surpris Alec dans une aventure l'année précédente et qu'elle voyait un avocat spécialisé en divorce. Ça n'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, s'il y avait eu la moindre preuve ou le moindre indice qu'elle l'avait surpris dans une infidélité, ou qu'il y avait eu une infidélité, qu'elle l'ait surpris ou non, et qu'elle soit allée voir un avocat spécialisé en divorce, pourquoi l'accusation n'aurait-elle pas présenté cela comme preuve au procès? Ce serait une preuve bien meilleure que celle-ci, vous savez, que King l'a tué pour détourner l'attention de ses malversations financières. D'ailleurs, à la fin de l'affaire, le procureur a dit au jury dans son réquisitoire « Ne vous préoccupez pas du mobile, ignorez le mobile ». Donc, ils n'avaient aucun mobile, et cela aurait été une bouée de sauvetage pour eux s'il y avait eu la moindre vérité là-dedans. Mais il n'y en avait pas. Vous savez, l'accusation, le mobile qu'ils ont présenté au jury était le fait qu'Alec était impliqué dans cela. Sous cette énorme pression financière, vous savez, son désordre financier allait être exposé. Et vous savez, ce jour-là, il travaillait sur les finances pour l'affaire du bateau. Et vous savez, il avait besoin d'une distraction, il avait besoin de gagner du temps. Et c'était la façon de le faire. C'est ce qu'ils ont dit au jury qui évidemment les a crus. Il est en prison, purgeant 2 peines à perpétuité pour les meurtres de Maggie et Paul. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre selon vous qui n'est pas vrai? Parce que vous croyez ça? Ils ont pris quelques libertés artistiques et, vous savez, des libertés avec l'histoire ici, et ils ont repris certaines choses qui existaient depuis longtemps. On a entendu parler de toute cette histoire, comme quoi Maggie voulait divorcer et d'autres choses. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, le magazine People a cité une source anonyme disant que personne ne s'est manifesté. Et s'il y avait un avocat spécialisé en divorce qu'elle était allée voir, il avait le devoir de se manifester et d'en informer le procureur de l'État. Maggie est venue, a-t-elle dit, mais note disant qu'elle a accusé Alec de l'avoir battue, volée ou autre, mais elle n'est jamais venue. Aucune preuve n'existe. D'ailleurs, la raison, il y a plusieurs raisons, qu'au moins une des principales raisons pour lesquelles Alec a été inculpé, a été condamné, cela n'a rien à voir avec les preuves. C'est la faute du tribunal. Becky Hill a manipulé le jury. Un juge a constaté qu'elle a parlé et tenté d'influencer les jurés, disant à une assistante qu'Alec devait être reconnu coupable. Ainsi, son livre se vendrait mieux et elle pourrait acheter une maison de vacances. Et c'est la greffière du tribunal qui a parlé aux jurés, et je soutiens qu'elle a fait bien plus que cela pour s'assurer qu'il y ait un verdict de culpabilité. Nous ne savions pas que cela se passait, mais lors d'une audience ultérieure, tout le monde a conclu qu'elle avait essayé, avait tenté à plusieurs reprises de convaincre le jury de condamner Alec.
Je voudrais reparler de l'avocat spécialisé en divorce après le procès. Je me souviens d'avoir vu une interview sur une chaîne concurrente à propos d'une manucure, et vous savez, ils n'ont pas montré le visage de la manucure. Mais vous savez, elle disait « Oh oui, j'ai fait les ongles de Maggie, et elle cherchait à divorcer, elle voulait partir. Alec, est-ce que c'est vrai? Et tu dis qu'il n'y avait rien dans la découverte? » Nous n'avons jamais entendu cela au procès et tu as affirmé qu'il n'y avait rien à ce sujet dans la découverte. À propos de Maggie qui était malheureuse, qui voulait divorcer, tout ce qui avait un rapport avec ça. Nous avons parlé à sa sœur, à sa meilleure amie, à qui elle se confiait. Je veux dire, peut-être qu'elle dirait des choses à sa manucure qu'elle ne confierait pas à sa sœur, à sa mère ou à son père. Buster, je veux dire, personne n'a rien vu ni rien entendu d'elle à propos d'un divorce ou d'un avocat spécialisé dans le divorce, mais peut-être la manucure. Où était cette manucure durant le procès? Encore, si l'accusation avait eu ce genre de témoignage crédible, on l'aurait entendu pendant le procès. Parce que c'est un bien meilleur mobile que d'essayer de détourner l'attention de cette enquête financière. D'ailleurs, les preuves montraient qu'il n'y avait pas de problème imminent, à cause des commentaires de l'auditeur à son égard et à celui de ce jour-là. Lors du procès du bateau, l'avocat qui était impliqué dans ce procès a indiqué qu'il faudrait des mois avant que quoi que ce soit ne soit découvert concernant ses finances dans le cadre du procès du bateau. Donc ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des bêtises. Y a-t-il autre chose en particulier que vous pouvez citer, que vous avez vu dans l'émission et qui, selon vous, ne semble tout simplement pas vrai? Ce n'est pas exact. Eh bien, il mélange, il confond dans la chronologie. C'est juste, c'est difficile de démêler tout ça. Mais encore une fois, je n'ai regardé qu'un épisode et demi, et c'était tellement inexact. Et donc, écoutez, ils ont quelqu'un qui me joue avec un accent comme Foghorn, Clayhorn. Et je veux dire, c'était juste horrible. Et quand Paul ne s'est pas levé dans la salle d'audience, je me penche vers lui et je lui dis « Lève-toi ». Je crois n'avoir jamais dit « Lève-toi, bordel » à un accusé, encore moins à Paul. Et bien sûr, il ne dit pas « Lève-toi », d'accord? Donc, je veux dire, c'est juste toi. Tu n'as pas aimé ça. Toi, tu étais faite pour ressembler à Foghorn Leghorn, le gros vieux coq des dessins animés, n'est-ce pas? Et la nuit dernière, on m'a dit que je n'ai pas... J'ai arrêté de regarder. Alec est dans un épisode, celui qu'ils ont montré hier soir. Son téléphone, son portable sonne, il le regarde. Et sur l'écran, il est écrit Dick Harpou en moi. Il décroche le téléphone et dit Dicky Poo, comment tu vas aujourd'hui? Personne dans ma vie ne m'a jamais appelé Dicky Poo. Pas. Même ma femme, jamais. Personne ne m'a jamais appelé Dicky Poo. Ne m'appelle pas Dicky Poo, d'accord? Je ne t'appellerai plus Dicky Poo. Je veux dire, c'est vraiment stupide. Qui écrit un scénario où Alex doit appeler son avocat Dicky Poo? Quoi, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas un effort sérieux pour raconter l'histoire, c'est un effort sérieux pour monétiser la misère. Ceci, je suppose, est basé sur la vie de ou l'histoire à travers les yeux de. Ceci, Mandy Matney, qui a animé un podcast à ce sujet et a attiré l'attention pendant l'affaire. Elle a, vous savez, beaucoup de fans, mais elle a aussi reçu beaucoup de critiques, vous savez, pour ses méthodes et ce genre de choses. Donc, pensez-vous que c'est en partie pour cela que cette émission est comme elle est? Je ne sais pas. Elle a sûrement participé à la décision. Mais qu'en dis-tu? Eh bien, Je pense que sa notoriété vient surtout du début du procès Murdoch. L'affaire Murdoch, c'est qu'elle avait des sources au SVED, la division d'application de la loi de l'État. Il lui transmettait des informations confidentielles. La plus grande révélation qu'elle a eue, c'est qu'elle a rapporté que le SWED avait arrêté Alex Short la nuit des meurtres. Et Swed. Les analyses sont revenues et ont montré qu'il y avait des éclaboussures de sang sur sa chemise. Les éclaboussures de sang forment une fine brume. C'est généré quand quelqu'un est abattu et ça revient généralement sur la personne qui a tiré. C'était le sang de Paul et cela a été signalé. Détenu pendant de longs mois, peut-être 1 an avant son procès,
puis 90 jours avant le procès. Et mon bureau, comme en Holly Miller et mes agents, examine tous les dossiers qu'ils nous fournissent. Et ils nous les ont littéralement fournis. Des centaines de milliers, voire des millions de documents étaient en train d'être examinés et il fallait tous les regarder. C'est une affaire criminelle, il faut tout examiner. Elle a donc ouvert un dossier censé concerner un témoin. Je ne me souviens plus du nom du témoin, ce n'est pas vraiment important. Et à l'intérieur, il y avait un rapport du chimiste du South Carolina Law Enforcement Division indiquant que le sang sur la chemise d'Alex n'était pas du sang humain. C'était cohérent avec ce qu'il nous avait dit, c'était une chemise. Il est allé pêcher souvent et après avoir attrapé un poisson, il pouvait l'éventrer, ce qui pouvait projeter une fine giclée sur lui. Donc elle diffusait de la propagande sur la luge, disant que c'était du sang humain et que c'était le sang de Paul. Et d'ailleurs, le fait que ça ne nous ait pas été donné de la manière habituelle, voici nos résultats de test. Et plus important encore, quand ils ont testé la chemise, ils l'ont détruite, donc nous n'avons eu aucune possibilité de faire notre propre test. Donc elle est là, dehors, à diffuser ça pour l'accusation. Elle ne l'était pas, elle était partisane, elle était pour l'accusation. Elle l'a exprimé dès le départ. Donc, je veux dire, si elle a aidé à écrire ce film, c'est très très compréhensible quant à la raison pour laquelle elle y croit. Eh bien, elle croyait que et d'ailleurs, l'agent de la sueur, ne nous a pas donné ce rapport. Il a nié savoir que ce n'était pas du sang humain. Il a reconnu avoir menti devant le grand jury dans cette affaire et plus récemment d'avoir dissimulé des preuves dans une autre affaire criminelle. Donc, pardon. Excusez-moi, David. Owen, oui. Et donc, elle est son apologiste parce qu'il était sa source. Intéressant. Eh bien, je vais en regarder un peu plus. C'est juste que je pense que ça fait évidemment la une des journaux. Vous savez, il a reçu de bonnes critiques, mais il a aussi été descendu. Patricia Arquette est vraiment une excellente actrice. Au fait, tout ce que j'ai vu d'elle, elle a fait un excellent travail. Le gars, Jason Clarke, joue Alec. Ressemblance frappante. Son accent est crédible. Les choses qu'ils lui font faire dans le script ne se sont pas produites, mais ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas écrit le scénario. Je pense que le gars qui joue Randolph, le grand-père, qui était un bon ami à moi, fait un travail crédible. Je veux dire, à part le gars qui me joue, je ne me plains pas vraiment des autres acteurs. Eh bien, je pense qu'ils l'ont mal choisi. Et qui d'autre? Dans la série, seul lui a cet accent. Donc je ne comprends pas. Je viens de Charlotte, en Caroline du Nord, pas de là-bas. Donc vous pouvez entendre vous entendez un accent du sud sirupeux, genre brumeux ici? Je ne pense pas. Ouais. Donc, rien à redire sur le jeu d'acteur. Tu trouves que le jeu d'acteur était louable, à part le fait que j'ai été mal choisi pour le rôle? Le personnage de Dick Arputayan, ton problème concerne la façon dont l'histoire est racontée et les inexactitudes. Eh bien... Les inexactitudes. Et ils font des choses pour les faits, comme ce truc de Dicky Poo hier soir. Pourquoi faire ça? Je veux dire, c'est juste... peut-être que Mandy ne m'aime pas. Je ne sais pas si c'est elle qui écrit le scénario. Je ne sais pas qui a écrit le scénario. Mais celui qui l'a écrit ne connaissait pas l'histoire. Il ne savait pas, tu vois. Tu devrais peut-être, si tu veux, lire la transcription du procès, si tu veux les faits. Et la plupart de ce qui est dans cette émission ne figure pas dans la transcription. Eh bien, il y a une histoire sur Hulot, mais toi aussi, tu as la tienne à raconter, non? Alors, parle-moi de ce livre que tu as écrit. Je suis vraiment intéressée à le lire. C'est une affaire que tu as suivie il y a de nombreuses années, en 1983. J'ai poursuivi un gars nommé Donald Pee-wee Gaskins. Et c'est le plus grand tueur de masse et tueur en série de l'histoire de la Caroline du Sud. Je l'ai condamné pour son 14e meurtre. Il avait déjà 13 condamnations, y compris des femmes enceintes, des bébés. Je veux dire, il tuait simplement à sa guise. Je l'ai condamné pour avoir accepté un contrat sur un détenu du couloir de la mort alors qu'il purgeait une peine à perpétuité. C'est-à-dire, Pee-wee, j'ai fait entrer en contrebande environ 120 grammes d'explosifs plastiques C4 de qualité militaire, un détonateur, j'ai fabriqué un engin et je lui ai fait sauter la tête. C'était un tueur vorace. J'ai appris à bien le connaître, on en est venu à se tutoyer pendant notre procès. Waouh! Et il a juste
Il se tournait vers moi et disait « Hey, puis oui, comment ça va ?» Eh bien, Je veux dire, il était tellement désarmant. La première fois, à la première audience à laquelle je suis allé, il est passé à côté de moi et a dit « Hey Dick, comment tu vas ?» Je n'ai jamais eu d'aussi bon rapport avec un accusé. Et tu réponds aussitôt « D'accord, puis oui. Et toi ?» Et c'est le procès qui a duré, entre les audiences et le procès, 8 semaines. Et tu sais, c'est l'une des choses, c'est dans le livre. Mais l'une des scènes marquantes se déroule pendant une pause déjeuner. Pendant le procès, et Pee-wee était tellement affable et engageant. Il a persuadé les gardiens de le laisser déjeuner dans la salle d'audience plutôt que dans la cellule de détention. Il était assis dans la salle d'audience, déjeunant entouré de gardiens. Assis à la table du procureur, je prépare le témoin de l'après-midi. Il dit « Dick, j'ai demandé, que veux-tu » Il parle d'une voix aiguë. « Que veux-tu, Pee-wee » Il a dit « Tu sais, tu me ressembles beaucoup. » J'ai dit « De quoi tu parles » Il a dit « Tu aimes tuer » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ? J'aime tuer » Il a dit « Je te surveille. Tu aimes me tuer. Tu prends plaisir à ça » J'ai dit « Non, je ne suis pas comme toi et je ne prends aucun plaisir à tuer. Je fais mon travail, je cherche la justice. » Il a dit « Tu sais, j'ai passé la majeure partie de ma vie en prison. En prison, ta vision de la justice dépend de si tu la rends ou si tu la subis. » Il a dit « Quand tu l'as subi, ce n'est pas de la justice. » Mais il pensait que j'avais pris plaisir à le tuer parce que lui, il prenait plaisir à tuer. Et on s'appelait par nos prénoms, tu sais, et on n'a jamais vraiment été poursuivis. Il a été électrocuté sur la chaise électrique. 2 semaines avant, il avait tenté de faire enlever ma fille de 4 ans. Donc pour prendre en otage, eh bien j'étais le procureur. Je pouvais le faire monter dans mon bureau et il pouvait s'évader de là. Mais les forces de l'ordre ont eu vent de l'affaire et l'ont désamorcé. Nous avons vécu dans la sueur, entourés d'agents armés de mitraillettes, pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Mais il était très intelligent. Il avait comme une sorte de culte composé de vauriens, d'anciens détenus et de fugitifs autour de lui. Il en a tué plusieurs et les utilisait à sa guise. Attiré par les jeunes filles, il a épousé une fille de 14 ans. Je veux dire, il avait la quarantaine. Je veux dire, il tue... Tu sais, il était l'incarnation du mal. Et ce livre, Dick, Mulgrave évoque tous les meurtres, son implication et comment il s'en est sorti. Tu sais où il a fini et comment moi j'ai fini dans une salle d'audience à le poursuivre. Il sortira en décembre et est déjà en précommande. Les retours que nous recevons, du moins en interne, sont bons. C'était quelque chose que je voulais exprimer depuis 30 ans et entre la pandémie et la fin du procès Murdoch, j'ai eu le temps de le faire. j'ai hâte de le lire. Merci d'avoir parlé avec moi, Dick Harpootlian. C'est toujours un plaisir. Super. Merci, j'ai apprécié ma présence ici. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois. À bientôt.